L'affaire Calas. L'affaire Calas représente une date importante dans l'histoire du protestantisme français et plus largement une étape dans l'évolution vers la liberté religieuse et la tolérance religieuse en France et en Europe. Pour la comprendre, il faut rappeler quelle était la situation des protestants français au XVIIIe siècle. Depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, le catholicisme est la seule religion admise en France. Tous les Français doivent être catholiques comme leur roi. Et le culte protestant, qui était toléré jusque-là, est rigoureusement interdit. Mais il y a toujours des protestants dans le royaume. Tout en se comportant extérieurement comme des catholiques, comme de bons catholiques, ils se marient à l'église, ils font baptiser leurs enfants à l'église, ils vont à la messe le dimanche, ils pratiquent en privé un culte familial et ils pratiquent aussi un culte clandestin dans des endroits isolés, dans des endroits à l'abri des regards des autorités. C'est ce que l'on appelle le culte du désert. Et les protestants qui participent à ces assemblées du désert le font à leurs risques et périls. Lorsque ces assemblées sont surprises par les autorités, les fidèles peuvent être envoyés aux galères ou emprisonnés, et les pasteurs qui animent ce culte clandestin peuvent être condamnés à mort. Quelques mois avant que n'éclate l'affaire Calas à Toulouse, un pasteur du désert, qui s'appelait François Rochette, a été pendu sur une place publique de Toulouse. C'est en effet à Toulouse que débute l'affaire Calas. En octobre 1761, on découvre dans la boutique de son père, qui était un marchand de tissus, le cadavre d'un jeune homme, Marc-Antoine Calas, qui porte des marques de strangulation. L'affaire est confiée à un magistrat municipal qui vient sur place, qui commence l'enquête et qui pense tout de suite qu'un crime a été commis et que ce crime a été commis par les gens qui étaient dans la maison à ce moment-là. Et il fait donc arrêter toute la famille, le père, la mère, un frère de la victime qui était là, et aussi un ami qui était de passage, et la servante. Tout le monde est arrêté, et très vite, la thèse officielle de l'accusation est que le père Jean Calas, le père de Marc-Antoine, a assassiné son fils avec la complicité des gens qui se trouvaient autour de lui, de la famille, parce que ce jeune homme souhaitait se convertir au catholicisme. Il s'agirait donc d'un crime familial et d'un crime religieux motivé par le fanatisme protestant de la famille Calas. Cette accusation a été largement soutenue par l'ensemble de la population à Toulouse, comme on le voit lorsqu'on examine les interrogatoires des témoins. Dans la procédure judiciaire, la plupart des gens sont convaincus de la culpabilité de la famille Calas. Comme les accusés encourent la peine de mort, l'affaire a été transférée du tribunal municipal au Parlement, qui était la Cour supérieure de justice, la Cour d'appel qui existait à Toulouse à ce moment-là. Mais la majorité des juges au niveau du Parlement se sont également convaincus de la culpabilité de Jean Calas. Ils ont relaxé les autres accusés au bénéfice du doute, mais Jean Calas a été condamné à mort et il a été exécuté sur une place publique de Toulouse devant une foule absolument énorme, plusieurs milliers de personnes qui étaient venues assister à son exécution en mars 1762. Et cela, bien qu'il ait toujours protesté de son innocence, Jean Calas et sa famille ont toujours affirmé que Marc-Antoine s'était pendu, qu'il s'était suicidé, et qu'il ne l'avait pas tué. Et cela également, bien que Jean Calas ait été soumis à la torture judiciaire pour le faire avouer, et que même sous la torture, il n'avait pas avoué ce crime. Donc cette exécution de Jean Calas manifeste bien la persistance dans une ville comme Toulouse
en 1762 encore, de très forts préjugés anti-protestants et d'une très forte donc intolérance religieuse, puisque les Toulousains se sont été convaincus qu'un protestant pouvait parfaitement assassiner son propre fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Mais le supplice de Jean Calas n'est en fait que le début de l'affaire Calas avec un grand A. En effet, la famille de Jean Calas et également un certain nombre de protestants de la région, de protestants languedociens, ont essayé de défendre la mémoire de Calas, qui avait été exécuté à tort alors qu'il était innocent du crime qu'on lui imputait, et ils ont entamé une campagne pour obtenir sa réhabilitation. Et ils ont obtenu très vite l'appui qui a été décisif de Voltaire. Voltaire, c'est à l'époque un des hommes, peut-être même l'homme le plus célèbre d'Europe, dans toute l'Europe. C'est un personnage extrêmement prestigieux et influent. C'est l'écrivain le plus admiré, c'est l'intellectuel le plus écouté de son temps. Voltaire, quand il a entendu parler au début de l'affaire Calas, a cru pendant un moment que Calas était coupable. Et il a condamné le fanatisme calviniste de ce père qui aurait assassiné son fils, car pour Voltaire, le fanatisme protestant ne valait pas mieux que le fanatisme catholique. Mais très vite, Voltaire a été convaincu de l'innocence de Jean Calas, et il a lancé toutes ses forces dans une campagne pour obtenir la réhabilitation de Calas, et au-delà, pour faire avancer l'idée de tolérance religieuse. Il a écrit à d'innombrables correspondants, et en particulier à des gens très haut placés, à la cour ou au gouvernement de Louis XV, qu'il connaissait. Il a fait intervenir les plus grands avocats parisiens. Il a organisé des souscriptions pour venir en aide matérielle à la malheureuse famille Calas, qui se trouvait évidemment privée de revenus à la suite de la mort du père. Et surtout, il a rédigé et publié en 1763 un ouvrage, le Traité sur la tolérance, dans lequel il défend Calas, mais beaucoup plus largement, il exprime ses idées, il argumente philosophiquement en faveur de la tolérance religieuse et de la liberté religieuse. Et grâce à Voltaire, la réhabilitation de Calas a été obtenue finalement rapidement, puisque en 1765, 3 ans après son exécution, Jean Calas a été réhabilité par le Conseil du roi, qui était à l'époque l'organe judiciaire le plus élevé dans le royaume. Alors quelles ont été les conséquences de l'affaire Calas? D'abord, même si la législation anti-protestante n'a pas été modifiée, la persécution des protestants a cessé en France. Rochette et Calas, qui ont été donc tous les deux exécutés à Toulouse à quelques mois d'intervalle en 1762, sont les dernières victimes de la persécution anti-protestante, et les prisons se sont ouvertes, les protestants qui étaient emprisonnés ou qui étaient au bagne de Marseille ont été libérés. Plus largement, l'affaire Calas a contribué à diffuser et à faire admettre en France, mais aussi en Europe, car elle a eu un écho européen, grâce à Voltaire en particulier, à faire admettre donc l'idée de tolérance et de liberté religieuse, et elle a préparé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui instaure définitivement en France cette liberté de conscience et de culte, cette liberté religieuse. Et enfin, on peut dire que l'affaire Calas présente un autre intérêt historique, c'est qu'elle manifeste l'apparition sur la scène politique de 2 acteurs nouveaux qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de France. Il s'agit des intellectuels et également de l'opinion publique. Et en ce sens, l'affaire Calas
annonce ce que sera plus tard l'affaire Dreyfus. Il y a des parallèles évidents entre les deux affaires. Dans les deux cas, un innocent a été condamné en raison de préjugés religieux. Dans les deux cas, des intellectuels sont intervenus, Voltaire pour Calas, Émile Zola pour Dreyfus, et dans les deux cas, la pression de l'opinion publique, animée par ces intellectuels, a obtenu la réhabilitation du condamné. Et c'est en ce sens que l'affaire Calas dépasse peut-être un peu le simple aspect religieux, la simple étape dans l'histoire du protestantisme français dont je parlais en commençant.